bienvenue sur Marvelous, là où effectivement on continue de parler de Marvel Champion avec l'ami Merlin. Salut Merlin. Salut capitaine. Et bah aujourd'hui on se retrouve pour la série de vidéos, la tienne, hein, puisque ce sont tes vidéos. Moi finalement là-dedans je suis que le passe-plat, puisque c'est évidemment la vidéo, les decks du mois de décembre. Les derniers decks que tu vas nous présenter, je rappelle, tu nous présentes à chaque fois 2 decks que tu proposes aux différents joueurs de Marvel Champion, et à chaque fois avec des petites choses un petit peu différentes, des decks qui sont étonnants, des decks qui peuvent être puissants. On va regarder s'ils sont plus ou moins chers. Évidemment, vous savez bien, si vous n'avez pas toutes les cartes, il y a des possibilités de bouger quelques trucs, et l'ami Merlin, tu vas nous dire les cartes qui sont vraiment absolument importante à avoir. Donc aujourd'hui, tu nous as sélectionné 2 decks. Un deck avec un personnage plus ancien et un deck avec un personnage plus récent. On va commencer avec le personnage le plus récent, qui est donc The God King of Cost Efficiency. C'est donc Bishop. Je sais pas pourquoi je le dis comme ça. Voilà, donc notre ami Bishop, donc c'est un deck qui n'est pas 100% de ma création, mais qui est d'un autre créateur. On peut trouver sur Marvel CDB, que j'ai ajusté. Donc voilà, c'est le premier de la série que je n'ai pas fait à 100%. Mais je trouvais très intéressant de vous le présenter, de vous l'expliquer, parce que c'est un deck très original. Et vous pouvez le voir immédiatement, puisque c'est un deck qui comprend 24 cartes ressources. Ah ouais, c'est énorme. Vous pas vous en mettez 3, 4, 5, 6 parfois, là 24. Ouais. Il n'y a pas de soutien. Vous avez 5 améliorations et 5 alliés. C'est quoi ce délire? Tu vides tous les decks que tu as construits de toutes les ressources. C'est énorme. Voilà, et dans les cartes qu'on ajoute, on va tout de suite parler des améliorations, hein, puisque dans les améliorations, vous en avez 4 qui sont des améliorations du set Bishop. Le fusil, les superchargés et l'uniforme. Donc on a juste une endurance qui est ajoutée, qui est absolument pas essentielle. C'est une sécurité, une assurance. On va l'appeler assurance plus qu'endurance. C'est au cas où, vous pouvez la remplacer par une ressource, hein, si vous n'avez pas endurance ou si vous jugez que c'est pas nécessaire. Ou si vous jugez que vous n'avez pas assez de ressources, on ne sait jamais. Sachant qu'il a de toute façon, il a de toute façon dans ses ressources, il a 3 ressources à lui à la base en plus. Oui, il a déjà 3 ressources de base. Ok. Donc il est en protection. Ok. Et on verra pourquoi. Il est en protection pour 2 cartes essentiellement. Voilà. Après, sur les ressources, en soi, vous pourriez remplacer par une autre couleur les ressources qui sont dedans, parce qu'on ne joue pas sur les ressources en elles-mêmes. On joue pas sur le pouvoir de la protection, on joue pas particulièrement sur préservation, on n'en a pas besoin. On les met parce qu'on met le maximum de ressources qu'on peut mettre dans ce deck. Alors on rappelle pourquoi aussi quand même, parce que Bishop il joue beaucoup sur les ressources. Voilà, donc comment ça va se passer? Effectivement, on a un effet de héros avec Bishop, qui est que lorsqu'il se prend des dégâts, il défausse des cartes du dessus de son deck, et pour chaque point de dégâts reçu, il défausse une carte, et chaque carte ressource ainsi défaussée est reprise en main. Donc on a plein de ressources, donc imaginons qu'on prend 4 dégâts, on défausse 4 cartes, on a très forte probabilité de défausser 2, 3, voire 4 ressources qu'on va ajouter à sa main. Donc au lieu d'avoir 5 cartes en main, on va avoir 8, 9. Si vous prenez des plus grandes pêches, vous défausserez plus de cartes. À quoi sert l'endurance? L'endurance sera une sécurité pour éviter d'en mourir. Une fois qu'on a dit ça, sa première mécanique, c'est effectivement... Ce qui va l'amener quand même à 15 points de vie. Pardon, je te coupe, mais c'est qu'il l'amène... Il est déjà un tout petit peu tanké, il est à 12 points de vie, ça l'amène quand même à 15 points de vie. C'est vrai qu'il a le temps de prendre des pêches. C'est vraiment une assurance. Donc là, ça permet d'augmenter la taille de la main et d'avoir des ressources. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces ressources? On va les utiliser avec 2 cartes du set qui sont les 2 cartes essentielles et qu'il faut pouvoir poser en priorité. La première, c'est l'uniforme. C'est l'amélioration uniforme. Qu'est-ce que fait l'uniforme? L'uniforme permet, après avoir défaussé des cartes suite à des dégâts reçus d'une attaque, c'est sa capacité d'absorption d'énergie, on va se soigner de 1 dégât pour chaque carte ressource dans sa main.
Concrètement, on prend une première attaque, on prend 3 dégâts. On défausse, on récupère des ressources. On peut potentiellement prendre une seconde attaque dans le tour, par exemple défendre pour son pote si on joue en multi, et reprendre des dégâts. On redéfausse, et on peut activer l'uniforme à tout moment. Donc on peut l'activer la deuxième fois. Et là, vous n'allez pas vous soigner du nombre de dégâts reçus, mais de la totalité des ressources en main. Vous aurez facilement 6, 7, 8 cartes ressources en main. Et donc vous pouvez vous soigner jusqu'à 6, 7, 8. Donc vous allez très facilement revenir à votre maximum. Donc l'endurance va vous aider en multi. En solo, c'est moins utile. En multi, ça vous permet éventuellement de défendre pour votre pote et d'activer l'uniforme sur la deuxième attaque. L'uniforme est essentiel. Si par mégarde vous le défaussez en début de partie, vous allez repasser en alter ego parce que votre pouvoir d'alter ego consiste à récupérer une carte temporelle de votre pile de défausse pour la mettre dans votre main. Vous allez voir que l'uniforme est une carte temporelle. Objet temporel, et le fusil aussi. Donc, si vous voyez que vous défaussez l'uniforme c'est la première carte à récupérer, vous passez en alter ego pour le récupérer. Le fusil, c'est la deuxième carte, c'est celle qui va vous permettre de faire des dégâts. Donc, vous vous soignez avec l'uniforme. Ensuite, au début de votre tour, vous avez toujours toutes vos ressources en main, vous tapez avec le fusil. Vous tapez facilement à 6, 7, 8 tous les tours. Ah ouais, effectivement. Effectivement. Et sur les alliés, sur les 3 alliés que tu prends... Les alliés. Voilà. Donc les alliés, Guldor, qu'on va les payer à partir de la défausse. Ouais, tout à fait. Alors les alliés, on a les 2 alliés signatures qui sont pas essentiels dans ce deck. Ce qui va être essentiel, c'est Starhawk et Guldor et potentiellement Diablo. Okay. Starhawk, qu'est-ce qui se passe? Starhawk, quand vous allez jouer, vous allez pouvoir faire soit une attaque à 2, soit un contre 1. Si vous faites une attaque à 2, vous allez prendre 2 dégâts consécutifs. Et Starhawk a un effet que s'il prend un nombre de dégâts exactement égal à sa vie, vous le reprenez en main. Donc, un tour, vous faites une attaque à 2. Et un tour. Puis vous montrez à 1 le tour suivant. Ou alors, vous avez un sbire qui attaque à 1. Vous le mettez en défense. Et vous le reprenez en main. Et vous avez largement assez de ressources pour le rejouer au tour d'après. Ouais. Et ça va vous servir à consommer vos ressources. Ouais. Vos fameuses 4 ressources qui vous ont soigné et avec lesquelles vous avez tiré, vous les avez toujours en main. Donc vous allez les utiliser pour payer vos alliés. Vous allez les utiliser pour payer Starhawk, donc vous allez le garder sur la table en permanence. Et vous allez les utiliser pour Guldor, parce que dès que Guldor est dans la défausse, vous allez vous arranger pour ne jamais remélanger votre deck pendant que Guldor est dans votre défausse. Et donc tous les tours, vous allez jouer Guldor. Et donc il va vous contrer à 2 ou attaquer à 2 tous les tours. Et donc vous le posez, il fait un contre, une attaque à 2. Le tour d'après, il refait la même chose. Il repart dans la défausse, hop, vous le rejouez. Il vous refait un contre ou une attaque à 2. Énorme. Et Diablo va également revenir en main. Ouais. Donc ça vous permet de le dépenser. Et ça annule n'importe quelle quantité de dégâts. C'est une sécurité surtout pour les potes. On n'en a franchement pas besoin soi-même. C'est pour ça que Diablo est moins essentiel, mais il a aussi la faculté de revenir en main en dépensant des ressources. Donc il peut faire une action, par contre on subit une attaque. Si on a des attaques multiples, on utilise Diablo, on le remet en main, on le repose. Et donc on va jouer sur ces 3 alliés en permanence, et c'est ça qui va permettre de consommer la majorité des ressources. Et puis il nous reste les super chargés, qui sont des améliorations, pour finir. Ce sont des améliorations qu'on pose sur la table, et sur lesquelles on peut mettre les ressources s'il nous en reste. On peut mettre les ressources, ça va le charger, et puis quand on en a besoin, on fait une grosse attaque. Voilà. Bon, un maximum de 8, ouais. Voilà, c'est quand même pas mal. Eh ben, c'est hyper intéressant. La seule difficulté peut-être de ce deck, c'est que tu peux te retrouver avec au début du tour, au début du jeu, c'est difficile de faire un mulligan. Enfin, il doit être hyper agressif ton mulligan pour aller chercher l'uniforme et le fusil de Bishop, quoi, et l'endurance. Oui, on peut défausser toutes les ressources quasiment. Il faut avoir un allié où l'uniforme et le fusil sont importants, donc c'est là bien sûr. On va les avoir. Si on a Guldor en main, bien évidemment, on le défausse. Hein. De toute façon, on pourra le payer. Et effectivement, on n'a pas besoin de garder les ressources, donc on fait un mulligan assez agressif pour se mettre en place. Puis, une fois qu'on est en place, après, ça roule. Ça tourne bien en solo, ça tourne bien en multi. En multi, c'est même mieux parce que si vous jouez avec un pote qui a besoin, qui utilise les cartes alliance, par exemple, Méli-Mélo de mutant, qui est une carte alliance,
vous avez largement de quoi lui filer les ressources dont il a besoin. Ouais, tout à fait. Donc tu conseillerais plutôt ça. Alors déjà 9 packs, c'est pas non plus dingo. Donc c'est pas forcément un deck low cost, mais c'est pas non plus un deck ISF. Tu conseillerais plutôt non pas en solo, mais en duo, trio, quatuor. En multi, ça va être on aura la certitude de pouvoir se mettre en place normalement, sans difficulté. Après, on fera toujours, on n'aura pas de problème de défense. On va toujours faire des dégâts, des gros dégâts. Donc, si un gros sbire qui gêne ou si on veut taper le méchant, on peut. Et les alliés ou Bishop lui-même peuvent faire du contre ou dépanner en défense. Parce que comme je le disais, avec l'endurance, on peut facilement prendre un coup de dégâts, puis défendre pour son pote. Et du coup, se soigner et donc assurer la défense même d'une table de 2 joueurs assez facilement. Et ben, c'est marrant. Moi, Bishop, c'est pas un héros que je joue. Je joue très très peu d'ailleurs. Je l'ai beaucoup joué au début, déjà pour faire les vidéos. Mais il m'a pas. Voilà, la mécanique m'a pas plus que ça. Mais là, vu sous cet angle, avec le côté hyper radical de on va mettre que des ressources et vraiment bien les utiliser, je me dis que ça peut être vachement intéressant effectivement en multi. Ça m'a éveillé une petite envie, ce deck. Pas mal, très intéressant. C'est vraiment fun, on y prend vraiment beaucoup de plaisir. Voilà, on peut faire quelques ajustements, on peut remplacer Diablo par un autre allié si vraiment on a envie. Goldor et Starhawk sont vraiment essentiels. Ok. Super. Et ça, c'était donc ton premier deck. Et le deuxième deck, accrochez-vous. Et ouais, on retrouve le dieu du tonnerre, Come Get Me, Bob, dont la traduction... On aurait pu faire un accroche-toi à ton slip, après tout, un sort cool pour être rigolo à inventer. Mais viens par là, mon pote, venant de Thor, je trouve que ça caractérise assez bien le Thor du MCU, pas celui des comics, bien évidemment. Les puristes réagiront, mais celui du MCU pourrait très bien dire ça. Tout à fait. Viens par là, mon pote, histoire que je t'en colle une. Enfin, le Thor de Taika Waititi, pas forcément le Thor de Kenneth Branagh, c'est sûr. On va dire, plus il avance dans le MCU, pire c'est. Au niveau. Exactement. Au niveau. Voilà. Niveau film. Et donc là, il y a un autre délire. Là, on voit que c'est pas les ressources, c'est on a seulement Dame Sif, ouais. Voilà, donc là, on a un deck Thor qui est basé sur une des cartes récentes qui vient d'arriver. Viens par là, mon pote, qui est donc arrivé avec le set Diablo. Donc, vous avez besoin du set Diablo, puisque c'est quand même une des cartes essentielles du deck. Donc, désormais, en protection, on a une carte qui permet de faire venir des sbires. Or, Thor aime bien faire venir des sbires. C'est un peu son délire. On joue en agressivité, parce que l'agressivité avait cette carte pour faire venir des sbires. Là, on a une carte protection qui permet de le faire. Donc, pourquoi pas faire un Thor protection? Ça, c'est le premier point. Donc, on va se soigner et on va devenir tenace. C'est énorme. Une fois que le sbire est venu. Donc, on pioche 2 cartes, on se soigne et on devient tenace. Une fois qu'on a joué viens par là, mon pote, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va tirer l'oreille façon Spidar Cochon, tirer la langue plutôt façon Spidar Cochon, et on va faire une moquerie. La moquerie, elle est ici. La fameuse moquerie qui, elle, est venue avec Angel, la fameuse moquerie où le méchant vous attaque. Donc vous êtes devenu tenace. Alors, vous n'allez pas faire ça face à un méchant perçant, bien évidemment. Bien sûr. Mais si votre méchant n'est pas perçant, il vous attaque, il vous fait sauter le tenace, pas très grave, vous repiochez 3 cartes. C'est énorme. Donc là, vous avez joué un premier événement qui vous a soigné de 3 et qui vous a permis de piocher 2 cartes. Et vous en jouez un deuxième qui vous permet de piocher 3 cartes. Génial. Vous avez 10 cartes en main. J'adore. De base, j'adore. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, il vous reste quand même à tuer votre ami Sbire qui est arrivé. Pour ça, vous avez Thor de base qui a quand même son attaque à 2. Ouais. On regarde ses caractéristiques pour mémoire. Il attaque 1, à 2. 2, ouais. Voilà, on va lui rajouter son marteau. Le marteau va lui donner plus 1 d'attaque. Et il devient aérien d'ailleurs. Le marteau, le Mjolnir, il est là. Voilà, il est là. Donc là maintenant on est passé à 3.
et il est aérien. Qu'est-ce qui se passe quand on est aérien et qu'on a potentiellement des possibilités de redressement? Eh ben, on va mettre la fameuse carte acrobatie de haute voltige. Qui est une Qui est carte ici. qui coûte cher, pas forcément dans tous les decks. Mais là, on a un personnage qui peut se redresser, et donc du coup, ça se prête bien, cette capacité, parce que là, du coup, vous pouvez vous servir pour contrer, au cas échéant, si vraiment vous avez des difficultés, ça va être quand même contré à 2, 1+1. Mais sinon, vous attaquez, vous avez +1 d'attaque, et vous attaquez à 4. Si vous avez une crise et que vous avez besoin de défendre, bah, vous faites +1 en défense, vous défendez à 3. Donc c'est une carte assez versatile, et comme il est aérien, en fait de base, puisque son action d'alter ego consiste à aller chercher Mjolnir, Bien sûr. c'est une carte que vous pouvez poser tout de suite, puisqu'elle vous permet vous êtes tout de suite aérien, donc elle est tout de suite efficace. Donc là, Génial. normalement, un sbire à 4, vous n'avez pas trop de problème. Après, au pire, vous lui envoyez le marteau dans la gueule, le fameux lancer de marteau avec déferlement, qui est une carte de son set. Voilà, vous faites 8 dégâts au sbire, déferlement, bon, pas un problème. J'ai toujours adoré cette carte sur le côté, j'ai toujours adoré cette carte, pardon, sur le côté lore où tu balances le marteau et le marteau il lui revient dans la main et toi ça te revient dans ta main, toi. Et je trouve que dans le lore, dans l'idée du personnage, ça me plaît vraiment beaucoup, ça. Voilà. Et donc l'inconvénient, c'est que faut reposer le marteau. Et là, on a une carte qui va nous permettre de poser gratuitement le marteau tous les tours, chaque fois qu'on le lance en tout cas, qui est l'exercice de cohésion d'équipe. C'est un soutien. Un soutien, voilà, c'est ça. Exercice de cohésion d'équipe, voilà, on l'incline et on peut jouer une carte de notre main pour réduire son coût de 1. Nous sommes Asgard, le marteau aussi, ça tombe bien. Donc en fait, exercice de cohésion d'équipe permet de reposer le marteau qu'on l'a lancé. Énorme. Ah. Exercice de cohésion d'équipe a également un intérêt, hein, c'est que c'est une action. Donc ça veut dire qu'on peut, avec un exercice de cohésion d'équipe, poser une carte pendant le tour d'un autre joueur. Ce qui est normalement interdit. D'accord, ouais. Il peut servir parfois, et c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Le reste des cartes sont assez classiques. Un petit Queen Porter pour avoir des ressources. Sachant qu'il a quand même les dieux du tonnerre dans son set qui génère de ressources éclairs. Donc, une fois qu'on est en place, on ne manque pas de ressources. On a une petite endurance aussi, c'est pas mal. Normal, voilà, pour aller avec le casque et avoir plein de points de vie. Une intense concentration puisqu'on a plein de super pouvoirs. La base. Voilà, un membre tonnerre des Avengers pour avoir un petit point de plus, toujours utile pour rester en héros une fois qu'on est en place. Dans les événements basiques, on a la vigueur inépuisable. Bon, le temps mort, bon, c'est classique. Oui, on a la vigueur inépuisable, qui est une carte évidemment pour les Asgard. Bien sûr. Enfin, pas pour les Asgard, pardon. Pour tous ceux qui ont 14. 14 points de vie, voilà, donc il en fait partie. Donc on se redresse. J'ai dit qu'il avait du redressement. Donc ça fait partie du redressement qui lui est accessible. Il y a bien évidemment un autre redressement accessible qui est ce qui ne me tue pas, la carte événement verte. On soigne, on se redresse. Donc on a quand même 6 cartes pour se redresser. Énorme. C'est déjà pas mal. Donc on n'a pas de problème. Et puis une petite vigueur divine, encore un petit soin qui permet de rester en héros quand on prend des dégâts et qui permet de virer les sonnets désorientés qui sont quand même assez pénibles pour ce personnage. Donc on aurait pu mettre aussi un indéfectible pour devenir solide. Pas forcément nécessaire. Puisqu'on a le pour Asgard, donc l'infirmière de nuit n'est pas non plus essentielle. La vigueur divine vire ces cartes qui nous gênent. Je l'adore. Ce deck-là, je vais me le faire. J'adore vraiment. J'adore tout le concept. Ça a l'air total. Sur le paplard, ça a l'air imbattable cette connerie. Voilà, donc ça va rester un petit peu juste en contre en solo. On va pas se mentir, même si là les défenseurs des 9 royaumes qui vont l'aider. Bien sûr. Pour faire du solo, il faudrait peut-être se poser la question, alors même si le deck augmente un peu de taille, se poser la question de mettre un ou deux alliés pour contrer. Donc il y a cette limite-là sur le contre en solo. En multi, ça tourne comme une horloge. Ah oui, non, ça en multi, ça me donne très très envie et de revoir, de remettre... C'est ça que je trouve vachement intéressant malgré tout dans le jeu, pour la toute petite parenthèse, c'est que j'ai l'impression que FFG garde un peu à l'esprit qu'il y a des anciens personnages et
qu'il y a toujours possibilité avec les nouvelles cartes de les faire revenir ou en tout cas de continuer à pouvoir les améliorer et de faire, voilà, comme ça avec le dernier set, enfin l'un des derniers qui vient de sortir puisque Magneto est sorti aussi au moment où on enregistre cette vidéo. Je trouve que c'est hyper intéressant de pouvoir voir que on peut améliorer des vieux personnages comme ça qui n'ont pas toujours été dans le haut de la tier list de base. Là, je trouve que d'un coup, ça devient hyper intéressant. C'est vraiment un perso là. Enfin, en tout cas, ce deck là, moi, me donne très très envie. Faut 12 packs, peut-être qu'il est un petit peu plus cher à mettre en place. Mais comme tu dis, il y a peut-être une carte ou deux qu'on peut bouger aussi à l'intérieur, au besoin. Oui. Le temps mort, typiquement. Ouais, c'est le temps mort, moi, que tu vois que je ferais bouger, par exemple. Voilà, on peut typiquement faire quelques ajustements. Voilà, le cœur du deck, c'est comme Get Me Bub et Mokri. Voilà, après on peut mettre un peu moins de vigueur divine et mettre une infirmière, par exemple de nuit. Si on le souhaite, on aura un peu moins de soins, mais on enlève comme les statues. On peut mettre un peu d'alliés si on aime bien jouer avec les alliés, etc. Donc il s'ajuste assez facilement. Le cœur de la mécanique, c'est la pioche, grâce à Mokri et grâce à comme Get Me Bub. Si vous avez de la chance, vous avez un sbire pendant la phase méchant, un sbire pendant la phase joueur, et du coup vous avez une main. Une fois que vous avez joué Asgard, vous avez une main de 5 plus de 7 plus de 9 et plus 3 si vous avez la Mokri en même temps, 12. Ça vous laisse quoi faire des choses. C'est une dinguerie. En même temps, ce que j'aime bien parfois d'avoir... ça m'arrive de faire des decks de 41 cartes parce que je vais mettre style un temps mort parce que quand tu vas te retrouver face à une traîtrise qui te dit dégage une amélioration, c'est cette amélioration-là que je peux dégager parce que la plupart du temps, je faisais toujours l'erreur... Enfin, à mon sens... l'erreur de faire des decks avec des améliorations hyper importantes. Et le nombre de fois avec ma Chagat de légende où je me tape des traîtrises qui te disent défausser une amélioration, je pleure des larmes de sang. Donc c'est pour ça que j'essaye maintenant toujours d'intégrer une petite carte, la 41e, dont j'ai pas toujours besoin. Quoi. Un membre honoraire, gardien, Avenger, suivant ce qu'on est, c'est une carte qui coûte 0. Oui. Elle fait perdre un point de vie, c'est une bonne carte à défausser. Ouais, c'est clair, effectivement. C'est rarement essentiel, celle-là, elle n'est pas essentielle, elle donne juste un point de vie et c'est une carte qu'on peut défausser. Ouais, très très bien. Merci Merlin pour ces deux decks du mois de décembre. Alors j'espère que vous allez les tester. Est-ce qu'il y en a un des deux qui vous plaît? Et d'ailleurs, si vous avez envie de challenger notre ami Merlin, c'est très simple. Vous savez, maintenant, je vous fais plus les conditions générales d'utilisation de ces vidéos, mais il y a toujours le Discord, il y a toujours l'invitation qui est en lien en permanent, enfin l'invitation permanente qui est en lien sous cette vidéo. Vous pouvez venir sur le Discord et vous pouvez venir challenger Merlin en disant « Merlin, je veux un deck qui défonce avec Valkyrie. » Bon, Merlin, je veux un deck qui défonce avec tel ou tel personnage. Et il va être capable de vous le trouver, Merlin. Venez sur le Discord, venez challenger Merlin pour voir quel deck il va pouvoir vous sortir. En tout cas, ces deux-là, je les trouve vachement intéressants. Bishop, ça donne envie et c'est assez amusant. Mais Thor, je vais vraiment me le faire. On a des parties prévues avec des copains en multi. Et je pense que je vais les étonner en sortant un petit Thor comme ça qui devrait pas être dégueulasse et pas piquer des hannetons. Merci Merlin pour tout ça. Merci à vous pour votre attention et puis à très bientôt pour un prochain deck du mois. Ça sera l'année prochaine dans ces cas-là. Nous, d'ici là, de toute façon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, ciao Marvelous.